L'affaire mystérieuse de la disparition de Lily et Jack Sullivan, 2 enfants de la Nouvelle-Écosse, reste l'une des énigmes les plus troublantes. Après des semaines de recherches intensives et de soupçons croissants autour des comportements des parents, l'enquête qui semblait s'éteindre commence à reprendre un tournant décisif. De nouveaux éléments viennent d'émerger, mettant en lumière des incohérences dans les témoignages et des zones d'ombre qui pourraient bien tout changer. Quelles vérités sont-elles encore cachées? Pourquoi les autorités n'ont-elles pas agi plus tôt? Dans cet article, nous plongeons de nouveau au cœur de cette affaire et relançons l'investigation avec des révélations inédites et des hypothèses qui pourraient redéfinir toute l'histoire. Ne manquez pas cette analyse captivante et, pour ne rien manquer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez-nous vos commentaires après la vidéo. Disparition inquiétante et premier signe d'alerte. Le 2 mai 2005, un événement tragique bouleverse la paisible communauté de la Nouvelle-Écosse. Lily, une petite fille de 6 ans, et son frère Jack, âgé de 4 ans, disparaissent soudainement de leur domicile rural. L'absence d'effraction, de lutte, ni de tout autre indice explicite laisse place à un mystère total. Il n'y a ni trace de violence, ni de signe de lutte extérieure, simplement 2 enfants introuvables, partis dans la nature sans explication. Les parents sont désemparés, mais le plus étrange dans cette disparition, c'est l'absence totale de réactions immédiates de la part de la famille, notamment de la part de la mère, Maleaya Brooks-Murray. Les recherches débutent immédiatement. Des équipes de secours, composées de bénévoles et de professionnels, se lancent dans une quête effrénée, scrutant chaque recoin de la vaste forêt environnante, survolant la région à l'aide de drones et d'hélicoptères, et parcourant les sentiers à pied. Malgré des recherches intensives, l'espoir de retrouver les enfants s'amenuise. Des centaines de kilomètres carrés sont explorés, mais aucune piste concrète n'émerge. Le manque d'indices précis sur leur disparition renforce les inquiétudes. Les équipes de recherche s'étendent à la recherche de tout élément pouvant éclairer cette tragédie. Cependant, à ce stade, la question devient de plus en plus claire. Les enfants ont-ils été enlevés par un inconnu ou est-ce un événement tragique orchestré de l'intérieur au sein même de leur foyer? Ce qui semblait être une simple disparition d'enfants prend une tournure plus complexe à mesure que des éléments intrigants émergent. La gestion de la scène de crime devient rapidement un sujet de débat. En effet, les membres de la famille, et particulièrement le beau-père des enfants, Daniel Martel, ont joué un rôle significatif dès les premières heures de l'incident. Au lieu de simplement attendre l'aide des autorités, Daniel Martel a activement participé aux recherches, coordonnant même les efforts des bénévoles. Il a pris en charge des zones spécifiques à explorer et a donné des instructions sur la manière de procéder. Mais cette participation, loin d'être banale, soulève de nombreuses questions. Pourquoi un membre si proche de la famille a-t-il eu un rôle aussi central dès le départ? Pourquoi n'a-t-il pas fait l'objet de la même surveillance que les autres membres de la famille? Cela prend une tournure encore plus suspecte lorsqu'on découvre que l'un des premiers indices retrouvés dans la recherche, un bout enfantin et une couverture rose près du sentier du pipeline, ont été découverts à proximité de l'endroit où Daniel Martel a concentré ses efforts. Bien qu'il soit naturel pour un beau-père de vouloir aider dans une situation aussi dramatique, son implication de cette manière, si tôt dans l'enquête, a de quoi troubler. Plus encore, l'absence totale de sécurité autour de la scène de crime pendant les premières heures est frappante. Contrairement à d'autres enquêtes où des mesures strictes sont immédiatement mises en place pour protéger les lieux de toute manipulation, ici, il n'y avait pas de ruban de sécurité, aucune interdiction formelle d'accéder à la scène. Les gens pouvaient circuler librement, ce qui a permis à Daniel Martel et aux autres membres de la famille de se déplacer sans restriction dans la zone. Dans des enquêtes similaires, on s'attend à ce que les zones potentielles de la scène de crime soient sécurisées rapidement afin de préserver toute preuve qui pourrait être cruciale pour l'enquête. Au lieu de cela, Martel a continué de se rendre sur le site, dirigeant même les efforts de recherche vers certains endroits spécifiques, dont la zone du pipeline où le premier indice a été découvert. C'était comme s'il savait où chercher ou, pire encore, où ne pas chercher. Cette implication excessive, sans la surveillance adéquate des autorités, est un facteur qui soulève des questions sur les intentions réelles de Martel et sur la manière dont la scène de crime a été manipulée. La manipulation de la scène de crime par des proches est malheureusement un scénario que l'on retrouve fréquemment dans les enquêtes criminelles, surtout lorsqu'il y a des indices indiquant que la disparition pourrait avoir été orchestrée par une personne proche des victimes. Alors que les recherches s'intensifient, la question qui se pose est la suivante: si Daniel Martel, le beau-père, n'avait pas un rôle aussi actif dans les recherches et la gestion des zones de recherche, aurait-il été plus facile de trouver des indices cruciaux avant que ceux-ci ne soient manipulés? Cette situation est d'autant plus inquiétante que la police,
bien qu'elle ait déjà commencé son enquête, n'a pas immédiatement imposé des restrictions strictes sur l'accès à la zone de la disparition, laissant ainsi la possibilité à des individus de potentiellement altérer les éléments de preuve avant même que les autorités puissent mener une enquête complète. Mais ce n'est pas seulement la gestion de la scène de crime qui devient problématique. La véritable source de mystère réside dans l'absence totale de réaction de la mère, Maleaya Brooks Murray. Dans une situation de crise, où tout parent désirerait désespérément retrouver ses enfants, Maleaya choisit de s'effacer. Ses actions, ou plutôt son absence d'action, sont déconcertantes. Dès les premières heures, elle s'éloigne complètement de la scène publique. Aucune déclaration publique, aucun appel à l'aide. Contrairement à d'autres parents qui, dans des situations similaires, ont sollicité l'aide des médias pour diffuser des informations, organiser des veillées ou mobiliser des ressources pour retrouver leurs enfants, Maleaya reste silencieuse. Cette attitude s'éloigne de celle des parents de Madeleine McCann, qui ont immédiatement cherché à attirer l'attention internationale sur la disparition de leur fille, multipliant les apparitions publiques et les interviews. Maleaya, elle, choisit de se retirer. Ce silence apparent est d'autant plus inquiétant qu'il se manifeste dès les premières heures après la disparition. Les autorités et le public s'attendent à ce qu'un parent réagisse avec émotion, qu'il fasse preuve de désespoir, d'inquiétude et de détermination à retrouver son enfant. Mais au lieu de cela, la mère des enfants se retire dans l'ombre, choisissant de ne pas apparaître devant les caméras ni même de participer activement aux efforts de recherche. Cette absence totale de comportement conventionnel chez la mère est un facteur de plus qui contribue à la sensation d'une situation étrange et incompréhensible. La communauté s'attend à ce qu'un parent accourt à chaque annonce, qu'il soit vu en train de mener des recherches, en train de distribuer des affiches, mais ici, il n'y a rien. Un silence lourd et angoissant qui laisse les enquêteurs perplexes. Le contraste avec d'autres parents de disparus est frappant. Gabi Petito, par exemple, dont la disparition a fait la une des journaux, a vu sa famille se battre publiquement pour la retrouver. Leur peine était évidente, leur douleur tangible, et ils n'ont jamais cessé de chercher des réponses. Le comportement de Maleaya est difficile à comprendre, et beaucoup commencent à se demander s'il n'y a pas une autre explication, plus sombre, à son retrait du monde extérieur. La question principale qui émerge alors est simple. Pourquoi une mère réagirait-elle de cette manière face à la disparition de ses enfants? Est-ce du désespoir profond ou est-ce qu'elle sait quelque chose que nous ignorons? Un événement aussi tragique devrait provoquer une réaction immédiate et publique de la part des parents, mais au lieu de cela, Maleaya a choisi de se retirer. Le mystère autour de cette décision devient plus grand à mesure que l'enquête progresse et plus nous nous interrogeons sur cette attitude, plus il semble que quelque chose de fondamental est resté caché. L'implication inquiétante du beau-père et la gestion de la scène de crime. L'implication de Daniel Martel, le beau-père des enfants disparus, dans les recherches dès les premières heures de l'incident, soulève de graves préoccupations. Après la disparition de Lily et Jack, un événement qui aurait dû déclencher une réponse instantanée et désespérée de la part des parents, c'est lui qui prend les devants. Son rôle n'est pas simplement passif, il est actif, voire excessivement impliqué, ce qui ne fait qu'ajouter de la confusion à une situation déjà compliquée. En tant que beau-père des enfants, il est censé avoir une certaine proximité avec eux, mais est-il possible que cette proximité ait été exploitée pour manipuler la scène de crime, ou pire encore, pour dissimuler des éléments cruciaux de l'enquête? Les premiers jours suivant la disparition des enfants, Daniel Martel se montre extrêmement présent sur les lieux de recherche. Il ne se contente pas de suivre les recherches, mais organise activement les zones d'intervention, dirigeant les efforts vers certaines zones spécifiques, notamment près du sentier du pipeline. C'est là qu'un indice important a été retrouvé. Un bout enfantin et une couverture rose. Mais pourquoi Daniel, un membre si proche de la famille, était-il impliqué si tôt dans la gestion de cette recherche? Dans un cas aussi sensible, l'implication de la famille dans l'organisation des recherches devrait être vue avec prudence, car cela donne à ceux qui sont directement liés à l'événement la possibilité de manipuler les indices avant même que les autorités ne puissent intervenir de manière officielle. Le rôle de Martel dans les recherches soulève de nombreuses questions. L'une des plus grandes inquiétudes est le fait qu'il ait pu être en position de rediriger les recherches, de choisir les zones à explorer et, potentiellement, de dissimuler ou altérer des preuves avant qu'elles ne soient collectées par les enquêteurs. Le fait qu'il ait été l'un des premiers à coordonner les recherches dans une zone spécifique, et en particulier près de l'endroit où les indices ont été retrouvés, peut-il être interprété comme une tentative de manipuler la scène du crime pour éviter toute incrimination? L'absence de toute mesure de sécurité autour de la scène de crime, au départ, rend cette implication encore plus suspecte. Contrairement à d'autres disparitions,
où les autorités bloquent immédiatement l'accès à la scène afin de préserver toute preuve, ici, la zone n'a pas été sécurisée et les membres de la famille ont eu un accès libre, ce qui a facilité la possibilité que des preuves cruciales puissent être altérées. Dans d'autres cas, comme celui de Gannon Stokes, lorsque des soupçons ont émergé autour de la famille, la police n'a pas hésité à exclure les parents du site de recherche dès que des éléments suspects ont émergé. Mais ici, au contraire, Daniel Martel a continué de jouer un rôle dominant sans aucune restriction. L'un des moments les plus perturbants de cette affaire survient lorsque les enquêteurs commencent à remarquer une différence dans la gestion des lieux. Alors que la scène de crime aurait dû être scellée immédiatement après la disparition des enfants, ce n'est pas le cas ici. L'absence de rubans de sécurité et de barrières de sécurité, qui sont des pratiques standards dans de telles situations, a permis à des personnes comme Daniel de s'y rendre et de diriger les recherches. Cette ouverture, sans contrôle approprié, est une faille énorme dans la gestion de la scène de crime qui permet à des éléments cruciaux de disparaître ou de se modifier. En outre, les actions de Daniel Martel pendant les jours suivant la disparition semblent trop orchestrées pour être une simple manifestation de douleur ou d'inquiétude d'un parent dévasté. À un moment donné, il prend même l'initiative de diriger les volontaires, une position qui aurait dû être réservée aux autorités, et de décider quel sentier devait être examiné en priorité. Cette prise de contrôle sur la direction des recherches, en particulier dans une situation où chaque minute compte, est profondément préoccupante. Pourquoi un membre de la famille a-t-il été laissé libre de contrôler ces aspects cruciaux de l'enquête? Est-ce parce qu'il avait une connaissance intime de la zone, ou est-ce qu'il cherchait à effacer des preuves? Ces questions ne cessent de hanter l'enquête. Si l'on compare cette situation avec d'autres disparitions d'enfants, il devient évident que les procédures n'ont pas été respectées comme elles auraient dû l'être. Dans des affaires similaires, des mesures de sécurité sont mises en place immédiatement après la disparition des enfants. Les enquêteurs mettent en place des périmètres, des fouilles minutieuses sont organisées et des investigations sont menées avec l'objectif d'obtenir des résultats rapides. Mais ici, les enquêteurs semblèrent moins vigilants et les actions de la famille, en particulier de Daniel, ont mis en lumière des failles dans la gestion de la scène de crime. Les enquêteurs, cependant, semblent avoir rapidement perçu l'incongruité de la situation. Dès que la possibilité de manipulation de la scène de crime a été envisagée, les autorités ont fait une annonce troublante. Peu de temps après le début de l'enquête, la police a déclaré qu'il ne traitait pas cette disparition comme un enlèvement. Cette décision, prise très tôt dans l'enquête, ne peut être interprétée que d'une seule manière. Les autorités avaient déjà des soupçons sur ce qui se passait dans le domicile des parents. L'absence d'un crime apparent dans la maison et les comportements des parents ont poussé la police à conclure qu'il ne s'agissait pas d'un simple enlèvement. La situation devenait de plus en plus angoissante. Les parents, et en particulier Daniel, ne donnaient pas l'impression de lutter pour retrouver leurs enfants. Au contraire, leur comportement, leur façon de gérer les recherches et le silence inquiétant de la mère ont jeté une ombre sur toute l'affaire. En réalité, les actions des parents ont contribué à obscurcir davantage les circonstances de la disparition des enfants. L'absence de réaction émotionnelle visible et de mobilisation immédiate de leur part a éveillé des soupçons. Dans d'autres cas, même des parents accusés d'implication dans une disparition ont montré une forme de lutte, même si c'était une lutte pour se disculper. Mais ici, le silence était trop lourd, trop persistant. À mesure que les jours passaient et que les recherches se poursuivaient sans résultat, il devenait de plus en plus évident que quelque chose n'allait pas. Les autorités, tout comme le public, ont dû faire face à la possibilité inquiétante que la disparition de Lily et Jack n'ait pas été causée par un élément extérieur, mais plutôt par des personnes qui étaient censées les protéger. Les comportements des parents semblaient être une tentative de dissimulation, de manipulation et de protection de secrets. En fin de compte, la gestion de la scène de crime, l'implication excessive du beau-père dans les recherches et le silence choquant de la mère n'ont fait qu'accentuer les doutes qui pesaient net sur l'enquête. Le silence de la mère et l'évasion des responsables. La disparition des enfants. Lily et Jack Sullivan a plongé la communauté de la Nouvelle-Écosse dans une confusion totale. Mais au-delà de la disparition physique de deux jeunes vies, c'est un autre mystère qui a émergé au fil du temps. Celui du silence inquiétant de la mère, Maléaya Brooks-Murray, et des incohérences dans les récits des proches des enfants. En réalité, cette affaire ne concerne pas seulement la disparition de deux enfants, mais aussi la manière dont leurs parents ont réagi, ou plutôt n'ont pas réagi, face à cet événement tragique. Les comportements des parents, en particulier ceux de Maléaya et Daniel Martel, ont posé des questions sur leur implication réelle dans cette affaire. Le plus choquant est le silence total de la mère Maléaya qui, dès les premières heures suivant la disparition de ses enfants, a choisi de se retirer complètement de la vie publique. Dans une situation où le monde entier attend une réaction de la part des parents, des appels désespérés, des déclarations publiques, des veillées en hommage à leurs enfants disparus, Maléaya n'a rien fait de tout cela.
En fait, elle s'est littéralement volatilisée du devant de la scène. Aucun message sur les réseaux sociaux, aucune déclaration publique, aucune veillée et surtout aucune présence dans les recherches sur le terrain. Cette absence de réactivité soulève une question capitale. Pourquoi une mère réagirait-elle de la sorte quand ses enfants sont portés disparus ? Le comportement de Maleaya est d'autant plus préoccupant qu'il contraste fortement avec celui d'autres parents de disparus dans des affaires médiatisées. Prenons l'exemple de Gabi Petito, dont les parents ont organisé des conférences de presse, multiplié les apparitions publiques et tenu une campagne continue pour attirer l'attention sur la disparition de leur fille. De même, les parents de Madeleine McCann ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour mobiliser le monde entier autour de la recherche de leur fille disparue. Mais Maleaya n'a pas fait de bruit. Elle a opté pour une stratégie de silence absolu. Le seul moment où elle a montré un semblant d'implication publique, c'était le 3 mai, lors d'une réunion de coordination des secours de la GRC, Gendarmerie royale du Canada, où elle s'est brièvement présentée puis a quitté la réunion sans explication. Cela s'est produit alors que les autorités tentèrent de comprendre ce qui s'était passé et coordonnèrent les recherches. Ce départ soudain a créé un malaise parmi les enquêteurs, d'autant plus que sa déclaration initiale sur ses enfants portait un ton étrange. Elle les avait appelés « ses anges », un terme poétique certes, mais trop définitif, comme si elle avait déjà accepté la perte de ses enfants avant même que la recherche n'ait eu la moindre chance de progresser. Cela a été perçu par certains enquêteurs comme un signe de deuil prématuré, un phénomène que les criminologues reconnaissent parfois comme un indicateur de culpabilité, un signe qu'une personne sait quelque chose que le public ignore. Au-delà du silence de la mère, la gestion de l'enquête par Daniel Martel soulève des préoccupations supplémentaires. Comme mentionné précédemment, le beau-père des enfants n'a pas seulement participé aux recherches, mais a dirigé de manière proactive les efforts sur le terrain, choisissant les zones à explorer et les équipes à envoyer. Ce contrôle précoce de la situation, associé à l'absence de mesures de sécurité sur le site de la disparition, donne à penser qu'il avait accès à des informations que les autres n'avaient pas. Et si, au lieu de chercher activement les enfants disparus, il était en réalité en train de manipuler la scène de crime pour masquer des indices cruciaux avant l'arrivée des enquêteurs. Les contradictions dans les témoignages des parents ajoutent encore une couche de mystère à cette affaire. Les détails sur la façon dont ils ont découvert la disparition des enfants, les horaires et les événements qui ont précédé l'appel au secours ne s'alignent pas. Alors que l'enquête progressait, les versions des faits de Daniel et de Maleaya se sont de plus en plus écroulées sous la pression, et des éléments du récit familial ont commencé à diverger de manière alarmante. Pourquoi leurs histoires changent-elles si souvent ? Pourquoi n'y a-t-il pas de cohérence dans leur version des événements ? Ces incohérences ne peuvent être ignorées, surtout lorsqu'elles proviennent des personnes les plus proches des enfants. Les enquêteurs ont réagi tôt en prenant une décision sans précédent. Ils ont annoncé que l'enquête ne traitait pas la disparition des enfants comme un enlèvement. Cette décision, prise en un temps record, a marqué un tournant dans l'affaire. Elle a envoyé un message clair aux observateurs et aux autorités. Ce n'était pas l'histoire d'un enlèvement par un inconnu, mais bien celle d'un crime interne. Et les parents étaient au centre de cette enquête. Cette annonce a également révélé que la police avait perçu des indices importants dès le début qui ont orienté leur attention sur la famille. Les enquêteurs, les autorités et le public se retrouvent désormais face à un dilemme. D'un côté, il y a la disparition tragique de 2 enfants innocents. De l'autre, il y a l'étrange comportement de leurs parents, notamment la mère, qui a disparu du regard public, et le beau-père qui a joué un rôle trop central dans la gestion des recherches. Tout cela soulève des questions sans réponse, des questions qui ne cessent de se multiplier à mesure que l'enquête progresse. Il est clair que cette affaire dépasse le cadre de la simple disparition d'enfants. Elle soulève des interrogations fondamentales sur la façon dont les parents, censés protéger leurs enfants, ont réagi face à une situation catastrophique. Leur comportement, qui va à l'encontre des attentes sociétales et émotionnelles, ne peut être ignoré. Est-il possible que la disparition de Lily et Jack ne soit pas le fruit d'un enlèvement par un étranger, mais le résultat de l'implication directe de ceux qui auraient dû être les plus soucieux de leur bien-être ? L'affaire Lily et Jack Sullivan demeure une tragédie qui n'a pas encore trouvé son dénouement. Mais il est impératif que le public et les autorités ne se laissent pas berner par le silence et les incohérences. L'enquête doit se poursuivre avec rigueur, et il est de notre devoir, en tant que société, de poser les questions difficiles, même si cela fait mal. Parce que le plus grand crime ici n'est pas seulement la disparition de ces enfants, mais l'évasion des responsables qui continuent de protéger leurs secrets derrière un voile de silence. L'histoire de Lily et Jack ne se termine pas avec leur disparition. Leur voix, aussi silencieuse soit-elle, continue de nous appeler à la vérité. Et tant que cette vérité n'est pas révélée, l'enquête ne peut pas être considérée comme close. Le mystère de leur disparition doit être résolu pour eux, pour la justice et pour leur mémoire.
Merci d'avoir regardé la vidéo dans son intégralité. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser vos commentaires ci-dessous après l'avoir visionné. Nous serions ravis de connaître vos pensées et opinions. Assurez-vous également de suivre nos prochaines vidéos pour rester informé des dernières actualités et histoires passionnantes. À bientôt!